Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui un point lecture, divisé en deux plutôt parce que j'ai lu beaucoup de livres depuis fin décembre, heureusement d'ailleurs, parce qu'on est quand même en mai et je n'ai fait aucune vidéo depuis. J'ai lu un certain nombre de romances et j'ai lu également un certain nombre de romans fantasy. Donc je vais vous parler d'abord des romances et dans une prochaine vidéo des romans fantasy. Ce sera peut-être un peu plus simple et comme j'ai lu à peu près autant de chaque genre, ce sera peut-être plus agréable à regarder, un peu plus court. Donc cette vidéo concerne les romances que j'ai lues depuis le 20 décembre je crois. J'ai commencé par My Dear Effing Prince, qui est un roman de Casey McQuiston. J'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo, puisque c'était le roman que j'étais en train de lire à ce moment-là, mais j'en ai pas tout de suite donné mon avis. D'ailleurs, ça commence un peu à dater, donc je vais avoir du mal à donner mon avis, même si globalement j'avais apprécié. On est aux éditions Lumen, j'avais acheté ce roman, il me semble, au salon du livre de Montreuil. C'est une romance contemporaine entre deux hommes. Il s'agit du fils de la présidente des États-Unis et du petit-fils de la reine d'Angleterre. C'est encore ce genre de romance qui démarre avec deux personnages qui se détestent. On sait pas trop pourquoi. Là, en l'occurrence, c'est expliqué par vraiment un côté viscéral. Je trouve que l'explication est bien faite, en fait, dès le début. On est sur le personnage principalement du fils de la présidente des États-Unis d'Amérique, et il explique assez bien que tout chez le prince d'Angleterre l'énerve profondément, ses manières, sa façon de tout traiter de manière un peu robotique, et je sais plus exactement comment il le considère, mais il me semble qu'il le trouve juste pas assez naturel et complètement insensible. On a ces fameux souvenirs que le héros a d'avoir été particulièrement méprisé par l'autre, donc c'est un petit peu le côté si tu m'aimes pas, je t'aime pas. Voilà celle-ci. C'est assez classique, il me semble, dans les romances où on a un personnage qui pense que l'autre ne l'aime pas ou qui sait que l'autre ne l'aime pas, et on a un certain nombre de souvenirs de mépris ou d'altercations entre les deux qui ont créé cette espèce de haine qui commence donc en Enemies to Lovers. En plus de ça, on a en fait une opposition entre les deux qui est faite dans les médias de manière générale. C'est les deux beaux gosses, on va dire, populaires, qui sont les enfants des dirigeants. Donc on a vraiment cette espèce de rivalité qui s'est faite toute seule. Alex, qui est le fils donc, de la présidente des États-Unis, il a tendance à se comparer un peu au prince. Et donc, autre trope assez classique, ils vont avoir une grosse altercation en public à une occasion, je sais plus exactement quelle occasion, mais je crois qu'il y a un gâteau et ça se passe très mal. Et donc ils se retrouvent photographiés dans une situation pas super correcte, et leurs conseillers vont décider de les obliger à faire ami-ami, et en tout cas à faire semblant qu'ils s'entendent très bien. Et évidemment, ça va les rapprocher. Donc on a cette romance qui va se développer de cette manière-là, à distance, souvent, et quelquefois dans des rencontres, etc. Et je me souviens que j'avais vu que c'était un roman qui faisait très fanfic ou très roman Wattpad. Et j'ai pas trouvé du tout. J'ai trouvé que c'était assez bien écrit, c'était très fluide. Moi j'ai lu assez facilement. Et en plus de ça, on avait un petit côté politique en plus qui n'était pas tant que ça mis de côté. Enfin, c'était pas tellement juste, c'était pas juste un décor pour voilà, pour mettre en scène le prince et le fils de la présidente. Il y avait aussi un petit enjeu politique avec quelques complots, on va dire, ou des trucs comme ça. Donc je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça si faiblard que ça au niveau du contexte et au niveau de l'histoire. Le sujet était vraiment traité sur le côté public de leur relation homosexuelle et le côté public de leur relation tout court finalement, puisque ça commence quand même sur le fait qu'ils vont faire semblant de s'entendre. Bref, moi franchement j'ai bien aimé, je recommanderais plutôt ce roman, et je suis pas trop d'accord avec tous ces avis qui parlent de fanfic et qui le comparent. J'ai vu en fait des romans tellement moins bien écrits, je suis tellement exigeante en ce moment, j'ai tellement du mal à apprécier les romans, que je m'attendais au pire avec celui-là, je m'attendais à quelque chose de vraiment très simple, et j'ai pas du tout trouvé ça. J'ai trouvé même que c'était mieux que beaucoup de choses que je lis en ce moment, donc voilà. Je recommande plutôt. J'aimerais bien essayer de commencer à noter les livres. Alors le problème c'est que moi je suis très livre addict, je n'utilise pas du tout Goodreads, mais sur livre addict il faut noter sur 20. Et alors franchement j'ai pas envie de noter les livres sur 20, j'ai pas du tout... déjà je noterai jamais les trucs en dessous de 10, il faut vraiment que le truc soit mauvais, que ce soit... Enfin, pire que tout.
Mais bon, j'aurais tendance à pas noter en dessous de 10, et puis derrière, enfin je sais pas, je trouve que 20 c'est trop large comme notation. Je préfère un système sur 5 étoiles, et donc faudrait que je commence à essayer de noter sur 5 étoiles. Bon, maintenant il est peut-être un peu loin dans mon esprit, je sais pas si je peux le noter, je dirais 4 étoiles peut-être, avec voilà, mes souvenirs de maintenant, je dirais 4 étoiles, donc plutôt je vous recommande. Entre temps, j'ai lu 3 fantasy, et quand je dis 3, c'est pas tellement 3 en fait, c'est plutôt une fantasy, une saga de 4 tomes fantasy et une autre fantasy, un tome unique. Donc ça, je vais en parler dans la prochaine vidéo. Mais sinon, j'ai lu cette romance que j'ai reçue à mon anniversaire, 10 bonnes raisons de te détester, de Emma Green. Je l'ai lu le 5 mars. Pour vous donner une idée, j'ai noté un petit peu les dates de lecture, donc ouais, effectivement il y a eu du temps entre les deux, puisque j'ai lu pas mal de fantasy et que mine de rien ça me prend du temps déjà de lire chaque livre, j'ai quand même pas beaucoup de temps, et j'en ai encore moins en ce moment. C'est l'histoire de... comment elle s'appelle? Une jeune française, on ne dit même pas le nom dans le résumé, donc c'est... ah oui, Gabi, elle s'appelle Gabi. Donc elle s'appelle Gabrielle, lui il s'appelle Arthur, mais on l'appelle Art Pearson. Elle avait eu un coup d'un soir assez magique, on va dire, avec un garçon à Paris. Elle est française, lui il est américain, il me semble, et en fait il était un peu voyageur, il avait son gros sac, il passait par là par hasard, et ils ont eu une nuit torride, après laquelle il ne s'est plus rien passé, lui il est parti, elle n'a plus jamais entendu parler de lui, sauf que elle avait entendu son prénom, donc elle savait comment il s'appelait, elle savait qu'il s'appelait Art, c'est tout. Elle connaissait ses plans, ses projets, elle savait qu'il avait envie de créer un restaurant dans une petite île du Pacifique, ou en tout cas elle avait une idée d'un hôtel, pardon, pas un restaurant, un hôtel paradisiaque sur une île du Pacifique, et elle savait que donc il allait finir par se poser entre guillemets et faire ça, enfin probablement, et c'est tout ce qu'elle savait de lui. Et le problème, c'est que suite à cette nuit, elle est tombée enceinte. Et elle a eu 2 jumeaux, un garçon et une fille, qui ont, je crois qu'ils ont 6 ans, mais bon, c'est des petits enfants quoi. Et elle décide donc de chercher Art, de toute façon elle le cherche depuis des années. Et un beau jour, elle tombe sur un article dans un journal ou une revue sur ce fameux hôtel paradisiaque qui a été créé par un certain Art. Donc effectivement, c'est probablement lui, et elle va aller le voir. Donc elle plaque tout, hein, elle quitte son boulot, je crois qu'elle est chef adjoint dans un restaurant étoilé, quelque chose comme ça. Mais bref, elle plaque tout, et elle prend son billet, elle utilise toutes ses économies, et elle va à Hawaï donc, puisque c'est à Hawaï qu'il a créé son hôtel, et elle va le rencontrer. C'est assez rigolo, c'est même ultra drôle en fait, j'ai adoré ce bouquin. C'est probablement une de mes romances préférées de toutes les romances que je lis, parce qu'en ce moment j'en lis pas mal. J'ai découvert un peu tous les clichés, tous les trucs un peu qui se lisent vite, qui sont classiques, avec le schéma, voilà. J'ai envie de dire que c'est un peu la même chose, hein, il y a ce fameux schéma, mais là on a sur un Enemies to Lovers, où l'Enemies to Lovers dure vraiment un certain temps, il y a vraiment une bonne raison pour ça. En tout cas, moi je trouve que la raison elle était acceptable, c'est-à-dire que lui, on sentait qu'il voulait pas du tout la laisser venir dans sa vie, il était même pas sûr que les enfants soient les siens, parce que voilà, il a pas vraiment de preuves, il a pas envie de le croire, alors c'est pas super cool de sa part, mais en fait il a pas envie de se fixer, il a vécu un truc pas cool aussi dans sa vie, il a pas envie de s'attacher en fait, et donc lui il veut rester voilà, libre comme l'air, et il veut qu'elle parte. Sauf qu'elle, elle va s'imposer, et c'est ça qui est très drôle. J'ai rarement vu un personnage qui a autant de caractère et qui est aussi têtu, parce que elle s'accroche dans des moments où moi j'aurais laissé tomber, je pense que j'aurais vraiment laissé tomber depuis longtemps, mais vraiment c'est ce qui fait qu'elle est aussi attachante. Elle s'accroche jusqu'au bout, et elle s'impose chez lui, en fait il veut pas lui donner une chambre dans l'un des bungalows, parce que il sait que s'il lui donne une chambre, elle risque de s'installer pour toujours. Donc en fait, il va essayer de, par des moyens détournés, de lui donner une deadline et de lui dire après ça, tu t'en vas. Une fois que tu auras eu ta dose, que tes enfants auront profité de Hawaï, tu te barres. Et le problème, c'est que elle, ce qu'elle veut, c'est que ces enfants qui ont des petits troubles de comportement et qui ont besoin d'un père, elle veut qu'ils rencontrent leur père, et elle veut que leur père, du coup, les accepte, et qu'au moins il l'ait rencontré, qu'il y ait eu un échange, qu'il y ait eu quelque chose. Sauf que lui, il est clairement pas prêt à accepter quoi que ce soit, et eux, les enfants, donc on leur dit pas tout de suite qu'il est leur père, et donc il y a une espèce d'ambiance qui s'installe comme ça, qui est
assez confortable, mais à la fois il y a plein de non-dits. Et ça reste super drôle et super... je sais pas comment expliquer, j'ai beaucoup aimé. Et moi ça m'a parlé aussi parce que même si j'ai pas des enfants de cet âge-là, je suis maman depuis peu et c'est vrai que ça m'a encore plus parlé. Et je pense pas qu'il y ait besoin d'être maman pour trouver tout ça amusant. Je trouve les enfants super rigolos. Moi à la base, les chamailleries et les disputes entre enfants et les bêtises et tout, c'est pas un truc qui me ravit. Mais c'est vrai que là, c'est super rigolo, c'est rigolo tout le temps en fait, c'est amusant, c'est marrant. L'histoire n'est pas trop focalisée sur la parentalité, heureusement, parce que ce serait pas tellement intéressant, mais c'est surtout focalisé sur l'affection grandissante du personnage masculin pour ses potentiels enfants, et puis leur façon de se tourner autour avec elle qui s'impose tout le temps et qui a un sale caractère, et lui qui se rappelle progressivement comment elle était à l'époque. Ce que je trouve d'ailleurs peut-être un peu surréaliste, c'est à quel point ils ont des souvenirs clairs d'une malheureuse nuit. Ils se sont à peine rencontrés, et puis ils ont eu cette fameuse nuit torride dans un hôtel, et ils s'en souviennent très bien, ils se souviennent du caractère de la personne avec laquelle ils ont eu cette aventure, et ils se souviennent de tous ses projets, de tout ce qu'il leur a dit, et je trouve ça surprenant, et peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux, mais ça servait bien l'histoire, c'était pas non plus à ce point-là, voilà, c'est une réalité fictive, hein, on accepte parce que c'est agréable à lire, et c'est pas complètement loufoque, mais c'est vrai que je suis surprise, parce que j'ai du mal à croire que ce soit possible qu'on puisse autant se souvenir d'une seule nuit, je crois 7 ans plus tôt, parce que je crois qu'il s'est passé 7 ans, donc c'est ça, hein, les enfants ils ont 6 ans, ils doivent avoir 6 ans. Mais bref, en dehors de cette petite bizarrerie là, et de quelques coïncidences arrangeantes, comme le fait que voilà, le héros n'était pas fils unique, et en fait avait un jumeau, donc on est beaucoup dans l'univers des jumeaux, si vous aimez bien ce genre de sujet là, voilà. En dehors de ça, voilà, c'était vraiment très sympa à lire, moi j'ai vraiment adoré, et je pense que ça devait être la première romance que j'aimais à ce point, de toutes les romances que j'ai lues, ou alors on peut compter peut-être The Love Hypothesis de Ellie Hazelwood, mais pour ce qui est du reste, je sais pas si j'en ai apprécié une autant que celle-ci, mais c'est pas fini puisque j'ai lu d'autres romances depuis. J'ai décidé de m'inscrire sur Nextory. Nextory, c'est une application que j'avais déjà essayée parce que j'avais vu plusieurs booktubers en parler, donc je m'étais beaucoup inscrite, désinscrite pour... Enfin, juste profiter des premiers jours gratuits, de voir s'il y avait quelque chose qui m'intéressait, et finalement j'ai jamais vraiment accroché. Et récemment je me suis rendu compte que je lisais beaucoup plus de romans, que je craquais sur des promos d'e-book, etc., et que donc je dépensais un peu plus. Et là je me suis rendu compte que peut-être ce serait intéressant pour moi de dépenser les fameux 9,99 je crois par mois pour lire plus et rentabiliser. Et donc je me suis réinscrite sur Nextory. C'est pas compliqué que Nextory, avec le nombre d'opérations de com qu'ils font et des promotions, vous tombez forcément sur un truc quelque part, vous pouvez utiliser un code facilement, ou voilà, vous passez par un lien d'affiliation, et vous pouvez très facilement trouver une offre intéressante pour vous abonner pour de bon. Donc c'est ce que j'ai fait. Je crois que j'avais trouvé un vieux lien pour la Saint-Valentin, ou je sais plus, un truc que j'avais trouvé en ligne, et ce qui m'a permis de m'inscrire avec une réduction sur les premiers mois. Je crois que j'avais la moitié à payer sur les premiers mois, enfin bref. Donc je me suis inscrite sur Nextory, et j'ai cherché des romans à lire. Alors j'en ai trouvé quelques-uns, j'ai trouvé une ou deux fantasy, je crois. Ouais, j'ai trouvé Fourth Wing en fait, hein, tout simplement. J'ai trouvé Fourth Wing, ça j'étais vraiment contente de trouver ça parce que j'en ai énormément entendu parler sur la chaîne de Nina Quill, et je me suis dit qu'il fallait que je le lise. C'était la version française en plus, donc parfait, parce que moi j'ai pas particulièrement envie de lire en anglais. J'ai aussi trouvé Les Portes du Secret, bref, ça je vous en parlerai dans la vidéo suivante. Et finalement, je suis tombée sur Campus Drivers. J'ai mis du temps avant d'essayer de lire Campus Drivers parce que tout simplement je cherchais quelque chose qui me plairait. Moi je suis plus fantasy, romantasy, à la limite science-fiction, et je trouvais rien d'intéressant, et je suis même tombée sur des romans, dites-moi si je me trompe, hein, mais je suis tombée sur un roman que j'avais lu à l'époque, il y a des années, et qui était de l'auto-édition. Je me souviens très bien que c'était de l'auto-édition, je me souviens que j'avais pas trouvé le bouquin parfait, que c'était un peu parfois tiré par les cheveux, écrit de manière trop soutenue, il y avait des défauts, il y avait plein de... Je me souviens bien. Et au final, on a ça sur Nextory. Alors je savais pas que sur Nextory il y avait de l'auto-édition. Ça me pose pas problème en temps normal, mais j'avoue que j'ai jamais eu de bonne expérience en auto-édition. Donc je n'ai vu que des choses qui étaient pas bien corrigées, pas bien travaillées, voilà. Donc j'ai toujours été plus ou moins déçue par l'auto-édition. Donc je suis sûre qu'il y a des choses qui sont bien faites en auto-édition, mais c'est vrai que quand je vois que l'application accepte l'auto-édition, même si je vois pas comment,
Donc, ou alors le livre a été édité depuis, mais enfin je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Donc j'étais un peu surprise et déçue parce que je me suis rendu compte que tout ce catalogue, qui n'est pas forcément si énorme que ça, n'a pas forcément de texte pour moi, je ne trouve pas de choses qui m'intéressent, et finalement je vois beaucoup de couvertures qui font un peu cheap, qui font un peu ouais, Wattpad ou auto-édition, et je me demande si je suis pas tombée sur un peu l'équivalent de l'Amazon, comment on s'appelle, Kindle Unlimited, le prêt Kindle, où il y a aussi beaucoup d'auto-édition, et où en fait quand on paye cet abonnement, on n'est pas certain de pouvoir lire des choses qui nous plaisent en grande quantité, parce qu'on a aussi beaucoup de choses qui viennent s'immiscer, qui sont faites par des non-professionnels et qui n'ont pas forcément été travaillées au maximum. Enfin moi, si vous connaissez de l'auto-édition, de la bonne auto-édition, de l'auto-édition qui est vraiment où l'auteur a tout travaillé, moi je m'en fiche que la couverture soit moche à la limite, mais si le texte a bien été retravaillé, si le texte a bien été corrigé, si j'ai la sensation de lire quelque chose qui pourrait être sorti en maison d'édition, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que je crois pas avoir vécu ça, je crois pas avoir lu ce genre de texte, il me semble. Donc bref, donc sur Nextory, je n'ai pas trouvé grand chose qui m'a plu. J'ai donc lu Seasons 1 et 2 parce que j'ai complètement oublié de vous le dire, j'allais vous parler de Campus Drivers, mais en fait, en réalité, j'ai aussi lu Seasons 1 et 2. Seasons, c'est la saga de Morgane Moncomble, des romans sur différents personnages qui sont en fait des filles amies de longue distance. Elles sont pas dans les mêmes pays, elles se contactent par vidéo. Et donc le premier, on a un personnage qui est décédé, qui s'amusait à harceler l'héroïne, et l'héroïne a souffert de ça, et cet homme donc est mort, et c'est son meilleur ami, qui lui aussi a participé au harcèlement, qui est accusé, et qui se retrouve en prison, et qui a besoin d'un avocat. Et cette fille, il s'avère, est avocate. En fait, elle est encore aux études, je crois, donc c'est un genre d'apprentissage, je suppose, il me semble. Mais bref, elle est dans un cabinet aussi, elle travaille à moitié sur des affaires, et en l'occurrence, ce garçon va lui demander d'être son avocate. Et elle va accepter parce qu'elle veut se venger en quelque sorte, et apprécier le fait qu'elle représente sa seule chance de s'en sortir, puisque tout le désigne comme coupable en fait. L'arme du crime était dans sa voiture, le corps était dans son coffre, enfin je veux dire, il est un peu fichu. Et elle le déteste, et elle va en profiter pour bien lui montrer que c'est d'elle qu'il dépend, quoi. Et donc c'est une romance qui se développe là-dessus. Je sais pas quels ont été les avis globaux, je sais que j'aime bien parler des avis des autres, parce que moi j'aime bien regarder ce que les autres en ont pensé, que ce soit avant ou après. Après j'aime bien beaucoup regarder si je suis la seule à penser ce que je pense. J'ai oublié de noter le dit bonne raison de te détester, je mettrais bien 5 étoiles, je pense. 4 étoiles et demie peut-être. Pour ce Morgane Moncomble là, le premier, je mettrais peut-être un 3 étoiles. Parce que c'était très tiré par les cheveux, c'était un peu décousu. On a l'impression parfois qu'il y a des choses qui sont dites, puis après l'inverse. C'est encore trop vieux dans mon esprit. En fait, c'était tellement complexe. Mais oh là là, trop d'amour celle-là. Bref, c'était tellement complexe et c'est fini, oui. Oh mon Dieu. Ah, le manque d'amour là, j'ai un petit bébé et elle a pas assez d'amour là, c'est compliqué. En fait c'est assez complexe, mais du coup ça se contredit un peu aussi. Tu m'embêtes là. C'est incohérent parce que malgré le fait que ces incohérences sont expliquées comme si en fait on avait juste attendu nous expliquer quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre au début, ça reste quand même assez incohérent. On a l'impression qu'on nous dit tout et son contraire, que je saurais plus dire quoi, c'est vraiment dommage. En fait ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je note au fur et à mesure, parce que je raconte énormément ce que je ressens à mon mari, qui trouve ça assez drôle souvent, parce qu'il se dit mais... En fait, je me focus tellement sur les anomalies des romans, parfois qu'il a l'impression que je lis des trucs complètement nuls. C'est pas vrai. D'ailleurs, voilà, le roman est sympa, voilà, il est pas mauvais et tout, mais je dirais qu'en termes de cohérence et de structure du récit, le tome 2 est probablement meilleur. Mais je ne sais pas s'il m'a plus plu, parce que je l'ai trouvé un peu long. Voilà. Donc le tome 1, on a cette avocate qui avait de l'attirance pour ce garçon depuis le début. Et lui aussi, en fait, on se rend compte dès le début, en première scène, que ce garçon avait de l'attirance pour elle. Enfin, de base, ils avaient une attirance naturelle l'un pour l'autre. C'est dit dès le départ, hein, donc il n'y a pas de spoil ni rien. Mais par la suite, il y a eu ce harcèlement qui s'est mis en place à cause du fait que le garçon qui est décédé, Rory, il voulait garder pour lui ses amis, il avait compris qu'il y avait cette fameuse attirance, et à cause de ça, l'ami en question a été obligé de faire semblant qu'il ne ressentait rien pour elle, et il a essayé de la protéger de cette manière-là. Je trouve d'ailleurs que cette
fameuse scène qui est la toute première du roman. Heureusement qu'elle est là parce que je sais pas si ça aurait été facile pour le lecteur de comprendre le héros si on n'avait pas pu le voir sacrifier son attirance pour elle pour la protéger entre guillemets, c'est-à-dire lui faire subir du harcèlement mais pas trop, un peu de harcèlement mais pas trop, en gros, pour que le fameux Rory se désintéresse d'elle et se dise elle ne représente rien, enfin ni danger ni risque de me piquer mon pote quoi. Finalement, Rory est beaucoup trop lucide, sait très bien qu'en fait elle représente effectivement un gros danger, elle va peut-être lui piquer son ami et plus y affinité, hein, n'est-ce pas, parce que en réalité donc le héros est intéressé de base par Rory et commence à se désintéresser et à s'intéresser plutôt à cette fille. Tout ça, encore une fois, c'est première scène. Hein. Vraiment, heureusement qu'elle a mis cette première scène pour montrer vraiment toute la mécanique entre les personnages, les relations, et expliquer avant qu'on ait besoin de la fameuse scène de dispute. On comprend déjà le personnage masculin, alors que dans beaucoup de romances, on aurait été totalement du côté du personnage féminin et on n'aurait pas compris comment on pourrait accepter un personnage comme ça, comme prétendant pour l'héroïne, quoi. C'est pas possible. Et en réalité, bon, voilà, ça fait un peu mieux passer à pilule, on va dire. Donc ça, c'est le premier tome. Et le deuxième tome, donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est patineuse, qui est fan d'un patineur professionnel qui a un petit peu plus âgé qu'elle, et ce patineur n'a pas de compagne pour son duo depuis un certain temps parce que apparemment il a la poisse, et donc toutes les compagnes qu'il a eues par le passé, toutes les partenaires ont mal fini, que ce soit à cause d'un accident qui n'a rien à voir avec la patinoire, ou pendant les entraînements ou pendant les compétitions, apparemment il porte la poisse, enfin, en tout cas c'est ce que disent les gens, et donc lui il commence à y croire et il ne veut plus mettre de partenaire en danger. Et elle va se retrouver à devoir se mettre avec lui, parce que lui, ça fait 3 ans qu'il s'est plus représenté, et voilà, son entraîneur, il veut absolument qu'on lui trouve une fille qui pourra aller avec lui et qui sera suffisamment douée pour ça. Et donc l'héroïne est choisie, et évidemment, lui, il va commencer par faire semblant d'être un peu un connard, pour qu'elle se barre en fait et que ce soit pas à cause de lui, parce que son manager lui a bien dit que s'il essayait pas, il le lâcherait quoi. Du coup, il sait très bien que s'il faut que tout ça s'arrête, il faut que ce soit l'héroïne qui l'ait abandonné sur ce duo et non pas lui. Donc il fait tout pour lui pourrir la vie au début, et enfin sur une bonne partie du roman il me semble, hein, mais voilà. Et puis après ça part sur d'autres sujets un peu plus, on va traiter le handicap, on va traiter le handicap et la différence quoi. Il y a beaucoup je trouve de traitements de ça parce que finalement la romance s'éternise un peu, enfin l'histoire s'éternise un petit peu, c'est un peu lent. On a une histoire de patinage, on a une romance très lente et on a du handicap. Et je trouve que c'était très intéressant à lire parce que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de lire. La mise en place d'un handicap, l'acceptation, le deuil un peu de ses capacités. J'ai pas envie de spoiler donc j'en dis pas de trop, mais voilà, c'est le sujet un petit peu du livre. Il n'y a pas que une romance sur fond de patinoire, c'est un petit peu plus que ça. Mais j'ai trouvé ça trop long. J'aurais voulu que ça s'arrête avant. Le premier c'était un automne pour te pardonner, et le second c'est un hiver pour te résister, je crois. Je confonds parce que les verbes s'entrechangent et les saisons changent aussi, voilà. Je n'ai pas lu l'été, le printemps, je sais pas si j'ai envie de les lire. J'ai lu Campus Drivers dans la foulée, et j'ai trouvé vraiment bizarre ces chutes qu'il y a à la fin des romans. Il y a une chute à la fin du tome 1, et je sais plus s'il y a une chute à la fin du tome 2, mais il y a moyen que oui, enfin, des espèces d'événements qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'histoire elle-même. Et tout d'un coup, il y a un truc qui nous sort un peu du genre, ou qui nous sort un peu de... On se dit, mais attends, on regarde quoi là, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, c'est quelque chose qui va annoncer le tome 3, ou enfin, qui va annoncer le tome suivant, et qui va potentiellement annoncer aussi le personnage principal du tome suivant, qui va le présenter, quoi. Et j'ai vu ça dans Campus Drivers, et je me suis dit, ah d'accord, en fait, c'est un truc qui se fait, mais je l'avais jamais vu avant. Et pour la première fois, je l'ai vu dans les romans de Morgane Moncomble, et maintenant, du coup, dans Campus Drivers. J'ai pas trouvé ça ultra bien fait dans Un automne pour te pardonner, parce que ça sort vraiment de nulle part, et finalement, c'est même pas le personnage principal du tome suivant. C'est juste, on va dire, une espèce de coup d'œil rapide sur les vies des filles, les amies de l'héroïne. Tout d'un coup, on voit, ah tiens, il y a telle fille, il lui arrive ça. Ah tiens, voilà, et c'est tout. Et après, on passe au tome suivant, et on traite même pas de cette fille-là, on traite d'une autre. Et derrière, en arrière-plan, on a quelques petites informations de temps en temps sur cette fille-là, il lui arrivait ça, cette fille... Et on les connaît pas, ces filles, donc en fait, ça nous fait rien. Et enfin, je m'attendais en fait à ce que ce tome 2 parle plutôt de cette fameuse fille dont on parle très très vite à la fin du tome 1. Et finalement, non. Mais bon, ça me fait beaucoup penser à Campus Drivers. Je me demande si ça n'a pas été justement un peu pris sur Campus Drivers, cette petite technique de, à la toute fin, on essaye de créer un cliffhanger, parce que c'est pas évident de créer un cliffhanger à la fin d'une romance, et on essaye d'embrayer sur le tome suivant. Mais je trouve que l'embrayage se fait pas si bien que ça, puisque c'est pas le personnage qui est concerné par le tome suivant, donc bref. Donc si je devais le noter, je pense que je le noterais aussi 3 étoiles sur 5, parce que
Je l'ai vraiment trouvé très très lent, et à un moment donné, j'en avais un peu marre, et je lisais pour que ça se termine, quoi. Je lisais pour finissons-en. Voilà, j'ai compris le message, j'ai pas été très surprise par... Je pense que ce qui a été long, c'était toute la partie sportive, parce que on avait vraiment les dates concrètes, on n'avait pas des dates précises, mais on avait vraiment les différentes étapes de leur compétition qui se déroulaient les unes après les autres, avec des gros morceaux de romance entre eux, et des morceaux des scènes et des histoires plus personnelles. Et du coup, tout d'un coup, on revient sur « Et au fait, c'est pas fini, hein, le championnat, le truc, machin. Ah, et ok, d'accord. C'est un peu trop réaliste, un peu trop lourd. Normalement, pour un roman, on enlèverait une partie de ça, et on dirait « Ok, c'est bon, voilà, ils sont représentés, hop, la suite. » On ne ferait pas le détail de toutes ces représentations sportives, quoi. Et enfin, donc, je vais vous parler de Campus Drivers. Mon petit bébé, tu t'as faim? Bon, ok, désolée, j'ai petite pause, j'allaite mon bébé. Donc, je suis désolée si on a des bruits de bébé qui mange. On verra ce que ça donne dans la vidéo parce que j'ai pas encore essayé ça. Donc je finis avec Campus Drivers 1 et 2 de C.S. Quill. J'ai l'intention de lire le tome 3 parce qu'il est sur Next Story. Mais le tome 4 et le tome 5 qui sont des tomes sur des personnages qui sont un peu des petits nouveaux dans le groupe, on va dire, de ce que j'ai vu. Hein. Ils sont pas, je crois, sur Next Story, donc tant pis. Mais bon, moi ce qui m'intéresse c'est de finir vraiment la saga principale. Les Campus Drivers, c'est des garçons sur une fac qui ont décidé de créer une application. Ils vont faire un peu le taxi pour les gens sur le campus. Et quand je dis les gens, c'est surtout les filles. Ils ont des belles bagnoles, des trucs de collection, des voitures vraiment très très belles et très anciennes potentiellement. Et c'est pour ça qu'ils se sont rencontrés. Ils ont eu l'idée de faire cette espèce d'application et ils se sont recrutés un peu. Alors il y a donc des garçons qui se connaissent depuis l'enfance. Il y en a même 2 qui sont nés le même jour. Et puis il y a... un garçon qui a été un peu recruté, embêté pendant quelques temps sur le campus de la fac pour qu'il les rejoigne. Et c'est le garçon qui s'appelle Lane qui est le protagoniste masculin du premier tome. Lane donc a un appartement pas trop loin du campus. Un appartement franchement tranquille, confortable, c'est pas une piole d'étudiant. Et il va à un moment donné aller chercher sa voiture qui est au garage. Il va croiser une fille qui est en train de pleurer sur le palier d'un voisin. Et il s'avère que le voisin, c'est un autre étudiant qui va aller à la fac là, qui va rentrer à la fac, ça va être sa première année je crois. Et elle, c'était sa copine. Elle s'appelle Loïs. Elle allait rentrer à la fac au même endroit, sachant qu'elle faisait tout par rapport à ce garçon. Lui, il allait rentrer dans l'équipe de basket. Et elle voulait faire kiné du sport. Tout ça pour lui en fait, tout ça pour pouvoir l'aider, l'assister, etc. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il la largue juste avant, je crois que c'est carrément la veille ou l'avant-veille de la rentrée en fait, parce qu'il lui dit, moi, je veux vivre ma vie pleinement à la fac, je veux profiter et je peux pas le faire en étant en couple. Il la largue alors qu'il habite juste à côté du campus, elle n'a nulle part où aller, elle n'a pas de chambre étudiant, elle n'a rien. Elle est à la rue, ses parents habitent beaucoup trop loin, il faut vraiment qu'elle ait un appartement, quelque chose, ou un hôtel ou quelque chose quoi. Tout ce qu'elle veut c'est le retrouver, elle veut revenir en couple avec lui, elle est en déni total quoi. Et Lane il passe devant elle à plusieurs reprises, et franchement j'adore la manière dont c'est décrit parce que on visualise vraiment la scène, on visualise vraiment que il passe à côté de cette petite personne avec sa capuche qui est en train de pleurer, on ne sait même pas s'il y a une fille ou un mec, il passe à côté, il se dit tiens... et il s'en va, et puis il repasse plusieurs heures plus tard, il est, je sais pas, minuit, et elle est toujours là. Et lui, il a pas tellement envie qu'on l'embête dans son quotidien chez lui, mais il se demande ce qui se passe, il lui pose quand même la question, il propose un café à minuit, mais bref, je crois que lui, il voulait se prendre un café, je sais plus. Mais bref, il lui propose un truc, et finalement, elle va s'endormir sur son canapé. Je crois qu'elle a passé une bonne partie de la nuit, il est peut-être même pas minuit, hein, il est peut-être genre 4h du mat', j'en sais rien, je peux me tromper. Ça devait être samedi, et le lendemain c'est un dimanche. Et après c'est lundi la rentrée à la fac ou un truc comme ça. Et du coup bref, elle s'endort sur le canapé. Après elle s'enfuit quand elle se rend compte de où elle dort et de chez un inconnu, elle sait pas, voilà. Et elle revient plus tard, il la retrouve, il lui parle devant l'immeuble. La conversation est assez rigolote parce qu'elle est complètement dans le coltard. Tout ce qu'elle veut c'est retrouver son ex qui s'appelle Kirk. Ça rigole vite fait parce que je crois qu'il critique le prénom de Kirk. Parce que lui il est choqué tout de suite par le comportement de Kirk. Donc tout de suite il a une réaction... Et il comprend pas comment on peut avoir un chagrin d'amour parce que il fait partie de ces gars, les Campus Drivers, qui tombent des filles tout le temps. Et ils sont pas du tout romantiques, ils comprennent pas du tout le chagrin d'amour, ils comprennent pas du tout l'amour tout court. Et du coup, lui, il est en mode mais pourquoi Enfin c'est bon, c'est juste une rupture, voilà quoi. Et du coup, il l'appelle Cœur Brisé, donc ça devient son petit surnom, Cœur Brisé. Et au final, il lui propose de passer, je sais plus à quelle heure de la journée chez lui, et elle se rendort sur son canapé.
il se retrouve à devoir la loger, enfin il se retrouve à la loger pendant ces 2 premiers jours malgré lui, parce que en fait au départ moi j'avais l'impression qu'il s'en fichait complet, mais en fait non, il a pas particulièrement envie qu'elle dorme chez lui, il se dit que c'est temporaire, et il se dit tant mieux, il se barrera après. Et puis le premier jour donc à la fac, il la dépose pour l'aider, première course gratuite, etc. etc. Parce que évidemment normalement il est censé faire payer, hein, c'est Campus Driver, c'est une application et tout. Il dit la prochaine fois tu passes par l'application, la première fois c'est gratuit. Il la dépose sur le campus et là, désespérée, elle va voir l'administration, elle explique qu'elle a besoin d'une chambre étudiant, évidemment qu'il n'y a pas de chambre étudiant le premier jour de fac, enfin faut s'y prendre bien plus tôt. Elle est vraiment dans la mouise, hein, on va dire, et pour l'instant elle a ses sacs qui sont encore dans le coffre de Lane, et il y a tous les potes de Lane qui font leur entrée en force, qui plaisante avec lui, qui se demande ce qu'il fait avec cette fille. Évidemment, ça plaisante un peu, ça le taquine et tout. Et puis, t'en as un qui est le plus sympa de tous, le plus correct de tous, qui essaye de comprendre pourquoi il peut pas la loger, le temps que ça s'arrange, quoi. Et elle a dit non, mais c'est bon, moi j'ai trouvé un motel et tout. Et au final, bon, ça se passe très très mal avec le motel, puisqu'il prend feu juste avant qu'elle puisse emménager dans sa petite chambre. Bref, on se rend compte qu'elle est complètement poisseuse, et il va devoir la loger. Je sais pas depuis combien de temps je me suis pas marrée devant un bouquin comme ça. Vraiment, j'ai éclaté de rire à plusieurs reprises. J'avais le sourire aux lèvres sur plus de temps encore, même le soir avant de me coucher, je lisais ça, je me marrais quoi. Enfin, je suis sûre que vous en avez entendu parler, je suis sûre que je suis en train de vous expliquer l'évidence. Campus Drivers, apparemment, c'est un classique, j'ai découvert que ça s'était sorti il y a quand même pas mal de temps, d'ailleurs c'est pour ça que c'est son Next-Story, qu'il y a tous ces tomes sur Next-Story. Et donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ces romans. Mais pour ceux qui connaissent pas et qui cherchent des romances, vraiment de bonnes romances, allez-y, parce que ça a rejoint la catégorie des romances que je préfère, de toutes les romances que j'ai lues. C'est Campus Drivers, 10 bonnes raisons de te détester, et puis éventuellement The Love Hypothesis. Hein. C'est vraiment le top de tout ce que j'ai lu. Les autres que j'ai lus, même si c'était à peu près bien écrit, même si ça m'a fait marrer 1 ou 2 fois, je voyais le même pattern, quoi. Peut-être que mon jugement est troublé par le fait que ça fait un moment que je les ai lus et que du coup je me souviens plus s'il y en a vraiment qui m'ont plu. Mais il y a toujours eu des petits hicks, il y a toujours eu des petits moments où il y avait quelque chose qui me déplaisait, qui me décevait, etc. Là, dans les Campus Drivers, pour l'instant j'en ai eu 2, je vais lire le 3e bientôt, mais là je suis en train de lire La Muse des cauchemars, donc le tome 2 du Faiseur de rêves. Je recommande fortement les Campus Drivers parce que je n'ai pas vu grand chose qui a pu me décevoir. Le premier tome, le moment on va dire où tout part en sucette et où les personnages se disputent magistralement, ça fait un peu mal parce que peut-être que parce que j'étais encore plus dans la romance que d'habitude. J'adore cette synergie entre eux, l'harmonie entre leurs personnalités, ils sont vraiment mignons ensemble, et tout d'un coup ce hic, ce problème qui se profile, où en fait je l'ai vu venir. Je pense que peut-être que certaines personnes ne vont pas l'avoir vu venir, mais à un moment donné ils ont une discussion, il y a un méga quiproquo. Et ce quiproquo, je le vois immédiatement, et je pense que, de toute façon, tout le monde le voit immédiatement, parce qu'on est du point de vue du personnage qui a mal compris. Et on sait très bien ce que l'autre personnage voulait dire, on n'avait pas et donc il y a cet énorme quiproquo, et ça fait très très mal, parce qu'on sait déjà que ça va venir. Moi je me souviens que je disais à mon mari, oh là là, où ça va faire mal et tout, il disait, mais de quoi tu parles? Je suis en train de lire un truc, et c'est pas encore la scène de dispute, mais ça va mener à une dispute monstrueuse, et j'ai très peur de ce qui va être dit, parce qu'il va y avoir des horreurs qui vont être prononcées parce que ils se sont mal compris, quoi. Et effectivement, ça fait un peu mal. Mais je trouve qu'effectivement, la partie excuse n'est pas standard, n'est pas conventionnelle. C'est pas juste le « Oh, je m'excuse, je mets un genou en terre, et tiens, un bouquet de fleurs, et voilà, c'est bon. » Et l'autre « Ah, d'accord, je te pardonne parce qu'en fait, je t'aime. » Et tout. Enfin, bref, c'est pas classique, c'est pas si facile. C'est pas si facile. On voit vraiment que quelque chose a été un petit peu détruit sur le chemin, et qu'il faut du temps pour le reconstruire, et qu'il faut y réfléchir, et qu'il faut insister, et qu'il faut passer par un cheminement un peu différent, et il faut un peu se casser la tête pour trouver comment toucher la personne à qui on doit s'excuser, parce que ce qui a été fait est difficilement réparable. Du coup, j'ai rien à redire, en fait. J'ai rien à redire à ce premier tome, j'ai rien à redire à... j'aime pas quand ça se dispute, j'aime pas quand ça devient aussi douloureux, mais je trouve que ça s'est bien rattrapé, du coup, sur la partie excluse, sur la partie finale. Et là, on a ce fameux petit cliffhanger à la fin du tome 1 qui concerne le personnage du tome 2. Et donc, dans le tome 2, on a ce tombeur qui a toujours été en froid avec sa sœur. Il s'appelle Donovan, et il se rend compte un beau jour, parce qu'ils ont eu un petit événement de famille forcé où elle est revenue dîner
chez son père et lui et tout, parce que les parents sont divorcés, que sa sœur, la raison pour laquelle elle le déteste autant, c'est qu'il y a eu quelque chose dans le passé qu'elle n'a jamais su lui pardonner, et lui s'est même pas rendu compte de ce qu'il avait fait, parce que en fait elle a été, on va dire, abusée par quelqu'un, et lui il avait pas remarqué du tout. Elle lui avait vaguement lancé des signaux, mais comment dire que il avait pas compris du tout ce qu'elle voulait dire, et elle lui en a voulu parce que voilà, pour elle c'était plus ou moins volontaire. Et voilà, bref, j'essaye de pas trop spoiler tout en posant les bases, parce que c'est ça les bases, hein, c'est vraiment le début de l'histoire. Il se rend compte qu'il a été un connard avec sa sœur, et il se rend compte que c'est basé sur son comportement avec les filles en général, et donc il veut changer. Voilà, donc on a un personnage qui est un tombeur, qui est considéré comme un tombeur par tout le monde, mais vraiment qui est, on va dire, il n'a aucune crédibilité, aucune. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il est un tombeur, et donc même quand il essaye, personne ne le croit. C'est complètement fou, c'est lunaire quoi. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que du coup il essaye, et il se rend compte que tout le monde le perçoit de cette manière-là, parce qu'ils sont tous en mode mais qu'est-ce que tu racontes, enfin c'est Donovan quoi. Et il va se retrouver à se faire recommander une fille qui ne fait que lire des romances contemporaines ou non d'ailleurs, mais c'est tout. Elle a pas de mec, je sais pas si elle en a eu un, je crois pas qu'elle en ait eu un, mais bref, elle a des coups vite fait d'un soir, mais elle ne veut pas être en couple, elle refuse, elle a un sale caractère. C'est peut-être la seule chose que je peux reprocher à cette saga, en tout cas sur le tome 1 et 2, c'est que les deux filles, Loïs et Carrie, du coup, ont un caractère bien trempé. Et je ne sais pas si la fille du 3e tome, ça va être ça aussi, mais c'est peut-être un pattern, on va dire, une répétition. Les couples sont très différents, mais il y a ça en commun. Voilà. Donc je sais pas si dans le 3e tome ça change. Ce serait bien que ça change un petit peu, qu'on ait un personnage un peu plus doux, un peu moins... voilà. Mais Loïs, au final, une fois qu'elle est en couple... elle se radoucit un peu, elle devient toute mimi et tout, mais c'est peut-être le côté un peu déprimé, le côté mon mec m'a quitté, la vie c'est de la merde et tout, qui fait qu'elle a ce sale caractère dans le 1er tome. Et du coup on a cette interaction assez rigolote entre Donovan et Carrie, parce que Donovan va s'accrocher, et là quand je parlais du fait dans 10 bonnes raisons de te détester que j'avais rarement vu un personnage aussi têtu qui s'accrochait autant, bah maintenant aussi, j'ai vu Donovan s'accroche énormément, et ce n'est que quand il est vexé au plus profond de lui par une réflexion, et il se rend compte que, ah mince, il est peut-être en train d'abuser, et de trop s'accrocher, et en fait il n'est pas en droit de s'accrocher à une inconnue qui ne lui a rien demandé, qui ne veut pas l'aider, qu'il va finalement lâcher prise. Mais bon, ça s'arrange bien sûr, et on a ces interactions assez extraordinaires entre cette fille qui essaie de se débarrasser de lui à tout prix, et donc d'en faire un parfait petit ami, même s'il n'y a pas du tout de fille en vue. Lui il veut juste être prêt pour la fille qu'il voudra. La dynamique est super, l'histoire en général, et j'ai beaucoup aimé le fait que cette fois on n'a pas eu droit à une dispute magistrale avec des réflexions qui font mal et un besoin de pardon. Il n'y a pas vraiment eu de quiproquo, il y a plus eu un manque de communication, encore une fois, mais c'est pas le manque de communication dont on parle dans les romances, hein, c'est vraiment plus Carrie qui a du mal à parler d'elle et à s'ouvrir, et qui finalement, pendant très longtemps, ne s'ouvre pas. Et donc ça donne lieu à des problèmes entre eux deux. Et lui, il les comprend pas puisqu'il n'a pas été mis au jus, quoi. Mais en dehors de ça, c'est assez soft. C'est une romance finalement assez douce, qui ne part pas trop loin. Elle est pas loin de casser, on va dire, cette romance, comme voilà traditionnellement. Mais j'ai apprécié que ça parte moins loin, que les personnages soient pas complètement cons, quoi. Et qu'après ils décident de parler, quoi. Ils décident très vite de parler, ils se disent mais en fait attends, on va discuter, on va parler. Et ça c'est un truc que j'ai l'impression que je vois pas beaucoup. Souvent il faut que le destin force un peu les choses, et que finalement je sais pas, ils se tombent dessus par hasard, et ou que quelque chose, ou que des personnages tiers s'y mettent et les forcent, enfin voilà. Mais là j'ai bien aimé que ce soit moins compliqué quoi. C'est tout pour cette vidéo. Donc c'était les romances que j'ai lues entre le 20 décembre et puis aujourd'hui, puisque j'ai terminé le 2e tome il y a quelques jours, et là je me suis lancée, je vais essayer de me concentrer sur le tome 2 du Faiseur de rêves, dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo, parce que c'est un livre papier et j'ai énormément de mal à le lire. Si j'arrive pas à me focus dessus, je vais continuer à lire sur Nextory ou en e-book. D'ailleurs je me suis procuré quelques e-books récemment, j'ai acheté L'Engrange-Temps, j'ai acheté 2-3 autres romans aussi qui avaient l'air sympas, mais dont je pourrais plus vous dire les noms, mais ils sont sur Livre Addict, je note tout sur Livre Addict, tout ce que je possède, donc si jamais ça vous intéresse, mon profil Livre Addict est dans la barre de description. Je vais essayer de me concentrer sur ce livre papier, et également de lire du coup L'Engrange-Temps sur ma liseuse Kobo Ellipsa 2E, et comme ça, après je pourrais essayer de lire le 3e tome de Campus Drivers. J'ai pas particulièrement hâte, parce que j'ai envie d'avoir une petite pause,
mais je sens que ça va me plaire parce que je vois les commentaires et à chaque fois les gens sont contents. Il y a des gens qui ont des coups de cœur sur le premier et qui aiment beaucoup le deuxième. Il y a des gens, c'est l'inverse, ils aiment beaucoup le premier mais ils ont des coups de cœur sur le deuxième. Et le troisième, c'est pareil. Enfin, j'ai l'impression que ces 3 tomes sont parfaits en termes de structure et de... Bon voilà, je vais pas me prononcer sur le troisième, mais si il suit les mêmes codes que les 2 premiers, s'il y a autant d'humour et si les personnages sont suffisamment distincts et différent des 2 premiers, on va voir ce que ça donne, mais je pense qu'il va me plaire aussi. Et ça va être triste après de retrouver les romances un peu plus fades que j'ai tendance à lire en ce moment. Mais bref, on verra si on peut trouver mieux. Je crois qu'il y a Rebel University, dont j'ai entendu parler sur la chaîne La Bouquinade, qui a été comparé par Emma au Campus Drivers, donc je suis purée, et Campus Drivers c'est vraiment la référence, et je les connaissais pas, mais voilà. Donc je vais peut-être essayer Rebel University, et on verra. Sur ce, donc je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des recommandations, si vous avez aimé les romans que j'ai lus, et si vous trouvez que j'en dis trop sur les romans d'ailleurs aussi, parce que j'ai tendance à vouloir donner mon avis sur plusieurs parties du livre, et parfois ces parties sont un petit peu loin dans le livre. J'espère que je spoil pas trop, mais voilà. Donc je vous dis à bientôt, et on se retrouve sur la vidéo des romans fantasy que j'ai lus ces derniers temps. Bye!